Les Antillais, en fait, n'ont pas trop la culture de la saisine du notaire. C'est une situation dans laquelle plusieurs personnes détiennent des droits sur le même bien. Donc, on retrouve cette situation dans le cadre de succession non réglée ou dans le cadre de communauté de biens suite à un divorce non liquidé, par exemple. À mon sens, les Antillais, en fait, n'ont pas trop la culture de la saisine du notaire dans le cadre des successions. On constate qu'en Hexagone, les personnes saisissent automatiquement le notaire en cas de décès. Et aux Antilles, ce n'est pas systématique. Puis, on a aussi des problèmes de désaccords, de conflits. Donc, c'est clair que ça ne facilite pas en fait la sortie d'une indivision. Quand on connaît en fait la situation du logement aux Antilles, c'est clair que c'est problématique. On a des maisons abandonnées, donc on est dans une situation de pénurie de logement. Inciter les gens à se rendre chez le notaire pour régler les successions est déjà un premier pas, et puis éventuellement anticiper, pour ceux qui le peuvent, anticiper le règlement des successions. Pour moi, ce serait plus l'inertie. On constate un décès et personne ne réagit, donc le notaire n'est pas saisi, les héritiers ne font rien, donc on constate une inertie. Cela peut être également un désaccord entre les héritiers, des conflits, des appropriations privatives injustifiées. Donc on peut avoir des causes diverses. Alors, pour sortir d'une indivision, il faut déjà prendre la tâche du notaire pour soit régler la succession si on est dans le cadre d'une succession. Dans ce cadre-là, vous avez une série d'actes qui sont dressés. On a l'acte de notoriété qui constate la dévolution, c'est-à-dire les héritiers. Nous avons aussi l'attestation de propriété immobilière qui constate le transfert des biens immobiliers de la tête des héritiers, mais en indivision. Puis, on a l'acte de partage. Donc, on a le partage amiable qui, normalement, requiert l'accord de l'ensemble des héritiers. Et bien entendu, en cas de désaccord, on a des voies contentieuses qui permettent d'aboutir au partage. Le démembrement a la particularité de scinder la propriété. Donc, les attributs de la propriété, vous avez la pleine propriété qui peut être divisée en nue propriété et usufruit. L'usufruit, c'est le droit de jouir de la chose, de la louer, d'en percevoir les loyers ou les dividendes. Et la nue propriété, c'est le droit de propriété, mais dépossédé donc de l'usufruit. Quand un donateur fait une donation en démembrement, il conserve l'usufruit, donc il conserve la jouissance du bien, il peut y habiter, il peut louer, il peut faire pratiquement tout, sauf disposer de la nue propriété. Et donc il donnera la nue propriété à ses héritiers, qui ne seront alors taxés fiscalement que sur la valeur de la nue propriété. Donc plus l'usufruitier est jeune, plus la valeur de l'usufruit qui est distraite de la pleine propriété est élevée. Et donc, plus la base taxable est basse, qui permet en fait de transmettre des biens en amont, pratiquement en franchise de droit. Puisque quand l'usufruit, au décès de l'usufruitier, l'usufruit se réunit automatiquement à la nue propriété sans taxation supplémentaire. Donc, c'est devenu systématique dans les donations et donations-partage de pratiquer un démembrement de propriété pour optimiser au maximum la transmission et profiter des abattements fiscaux qui se renouvellent tous les 15 ans. L'intérêt de la SCI, il apparaît surtout quand on a un bien et plusieurs enfants qui sont intéressés par le bien. À ce moment-là, on ne va pas le diviser. C'est vrai qu'on peut, si le bien s'y prête, faire une copropriété et faire plusieurs lots, mais le plus souvent, le donateur va apporter le bien à une société qu'il aura constituée, donc le plus souvent une SCI, et il va donner les parts à part égale. Il va donner les parts qui sont représentatives de l'apport de l'immeuble à ses enfants à part égale. Et il va conserver l'usufruit de ses parts sociales. Donc, il conserve la jouissance des biens à travers la gestion de la SCI. C'est plus fluide au niveau de la transmission des parts. Dans les statuts, vous gérez comme vous voulez, vous prévoyez les clauses qui vont fluidifier la gestion du bien. Et ça, c'est très demandé parce que ça fluidifie.
Alors oui, certainement moins qu'une donation-partage, mais le testament peut avoir un intérêt pour réduire les conflits familiaux, notamment les testaments partage. C'est-à-dire que si le donateur n'est pas arrivé à régulariser une donation partage, ou si cela ne l'intéresse pas, il peut faire un testament qui va prendre effet donc, à compter de son décès et par lequel il va faire une attribution de ses biens. Le testament va donc désigner quel bien ira à quel attributaire. Vous avez la possibilité aussi par le testament de gérer les droits du conjoint survivant. Par exemple, dans le cas de familles recomposées, vous savez que le conjoint survivant est héritier en concurrence d'un quart en pleine propriété. Vous ne souhaitez pas qu'il soit en indivision avec vos enfants, eh bien, il est possible par testament de le priver de ce quart en pleine propriété, de remplacer cela par de l'usufruit. Sachant qu'avec l'usufruit, il est à l'abri puisqu'il est protégé, donc il pourra continuer à jouir des biens. Vous pouvez limiter le droit d'usufruit sur des biens bien précis. Et, au décès de l'usufruitier, eh bien, les enfants se retrouvent pleinement propriétaires. Effectivement, au terme de l'article 815-3 du Code civil, il faut l'accord de l'ensemble des indivisaires pour procéder à la vente de biens. Donc, c'est un acte de disposition. Toutefois, comme je vous le disais, si c'est une quote-part du bien, un héritier veut vendre sa quote-part divise dans les biens, c'est possible, mais il doit purger le droit de préemption des co-indivisaires. C'est-à-dire que les co-indivisaires ont une priorité à cet égard. Bien entendu, il y a des dispositions qui permettent de passer outre quand il y a des désaccords. On a bien entendu le partage qui est prévu par l'article 815-5 du Code civil, qui prévoit donc une phase devant le notaire et en cas de désaccord, avec le PV qui est dressé par le notaire, le procès-verbal dressé par le notaire, les héritiers s'adressent donc au tribunal qui peut autoriser, la vente ou le partage. Ça se fait souvent par vente aux enchères. Puis on a aussi le partage judiciaire qui est très long, qui peut être, pas toujours la bonne solution, mais parfois on n'a pas le choix. Puis on a aussi, comme je vous disais, la procédure de la loi Lechtimi, qui résulte d'une loi de 2018, qui permet dans les collectivités de l'article 73 de débloquer pas mal de dossiers de succession. Alors, je pense qu'il faut anticiper. On a des outils qui commencent à être connus de la part des gens. Ce sont les donations. Quand on a un enfant unique, il est toujours utile de lui faire une donation d'un bien en démembrement de propriété. Cela permet de bénéficier des abattements fiscaux qui se renouvellent tous les 15 ans. Et on a aussi la donation-partage simple qui permet justement de bénéficier du statut de la donation-partage. La valeur des biens est fixée à la date de la donation-partage. La succession est considérée comme ayant été réglée de manière anticipée. On a aussi la donation-partage cumulative, c'est-à-dire que vous avez dans ce cas le décès du premier parent et au lieu de régler simplement la succession du premier décédé, eh bien le second va adjoindre une donation à ce partage. Et puis vous avez la donation partage transgénérationnelle qui permet d'inclure les petits-enfants dans le partage, ce qui permet d'optimiser encore soit que les petits-enfants viennent en concurrence avec les enfants, soit que les petits-enfants viennent au lieu et place des enfants. Si par exemple vous avez des enfants qui sont déjà suffisamment bien matériellement, ils peuvent décider finalement de laisser les petits-enfants venir à leur place. Et puis on a aussi l'hypothèse de la SCI qui permet aussi de répartir les biens de manière équitable entre les enfants. Vous avez aussi l'assurance vie, il ne faut pas non plus négliger parce que cela permet de donner des sommes aux enfants de manière hors succession dans la plupart des cas. Et puis il y a d'autres petits dispositifs fiscaux qui sont prévus. Donc il y a quand même pas mal d'incitations fiscales pour inciter les personnes à anticiper le règlement des successions. C'est une question difficile à laquelle il est difficile de répondre parce que, si vous voulez, ça dépend de la valeur des biens. Alors, déjà, je précise qu'il y a un tarif. Les frais de notaire sont tarifés, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ce tarif a été revu à la baisse. Donc, c'est un tarif légal qui est consultable dans le Code de commerce. Par contre, pour calculer les frais, il faut que nous ayons la base taxable. Et cette base, c'est la valeur d'évaluation du bien.
par rapport à l'évaluation du bien qu'on va appliquer un tarif qui est dégressif. Pour les successions, par exemple, vous avez l'acte de notoriété tarifé en général autour de 200 € et sur lequel le notaire a 56 € à peu près d'émoluments, le reste étant des taxes. Pour l'attestation immobilière, il y a une exonération de la taxe de publicité foncière, donc vous êtes sur un droit fixe de 125 €, plus les émoluments du notaire calculés selon le tarif de manière dégressive. Pour le partage, bien, vous avez aussi les émoluments du notaire calculés par rapport à la valeur du bien. Vous avez également le droit de partage qui est situé entre 1,10, enfin 2,5% maximum. Et justement, le droit de partage est exonéré pour les biens qui relèvent de la loi Letchimy, notamment des biens qui dépendent de successions qui sont ouvertes depuis plus de 10 ans. Donc, à ce niveau-là, on a une exonération qui s'applique. Donc, on a quand même une part importante des frais de notaire qui constituent des droits qui sont versés, soit dans le cadre des successions. S'il n'y a pas eu d'anticipation, vous avez des droits de succession qui peuvent être très élevés. Donc, on part sur des tarifs de 5% à 45%, ligne directe. Et quand on arrive sur les frères et sœurs, on est entre 45 et 55%. Entre étrangers, 60%, donc il faut vraiment anticiper. Aux Antilles, pour comment dirais-je, compenser la vie chère, bien, il y a quand même des émoluments qui sont un petit peu plus élevés, de l'ordre de 25%. Mais c'est compensé par le fait que la TVA est moindre. Donc en France, vous avez une TVA de 20%, alors qu'aux Antilles, vous avez une TVA sur les frais d'acte qui sont de 8,5% sur les émoluments. Donc ça compense un petit peu. Eh bien, comme je vous ai dit, il faut anticiper le règlement de la succession. Anticiper au maximum, viser les donations partage, démembrement de propriété, en sorte que tout soit anticipé avant le décès. C'est possible. C'est vrai que ce sont des actes de confort, parce que ce sont des actes qui sont quand même, dont le tarif est un peu plus élevé que les actes de règlement de succession. Et ce sont des actes quand même qui apportent la paix dans la famille. Et surtout qui en définitive coûtent moins cher parce qu'ils permettent justement de bénéficier pleinement des abattements fiscaux. Donc en termes de droits de mutation à titre gratuit, ces droits-là sont souvent lissés lors des donations partage, puisqu'on donne souvent un démembrement de propriété, donc à la valeur de l'usufruit qui est discret, et plus l'usufruitier est jeune, plus la valeur de l'usufruit est importante, donc on peut donner encore plus. C'est-à-dire que si vous avez un donateur qui a 90 ans, l'usufruit ne vaut que 10%. Que si vous avez un donateur qui a 20 ans, l'usufruit vaut 90%. Donc vous donnez le bien, la nue propriété, et au décès de l'usufruitier, la nue propriété se réunit, l'usufruit se réunit automatiquement à la nue propriété sans taxation supplémentaire. Vraiment intéressant. J'ai remarqué que les gens recourent de plus en plus à la SAS. On a de plus en plus de particuliers qui nous demandent de constituer des sociétés par action simplifiée qui sont plus intéressantes à certains égards, mais il ne faut pas oublier la nature commerciale de la SAS par rapport à la SCI qui vise des activités civiles. Donc il faut bien faire attention à cette nature commerciale qui peut être un problème dans certains cas. Mais c'est vrai que la SAS ouvre un champ qui est quand même un petit peu plus différent de celui de la société civile.